êtes sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Radio Gabon, il est 13h. Le journal. Au sommaire de cette principale édition d'information de la mi-journée, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce jeudi 4 mars 2021 la journée de lutte contre l'exploitation sexuelle. Une journée célébrée en ce temps de Covid où naissent sur les réseaux sociaux plusieurs formes d'exploitation et d'abus sexuels contre les enfants. Le problème d'insalubrité toujours d'actualité, un phénomène qui prend des proportions inquiétantes à l'université Omar Bongo où les bâtiments sont entourés d'états d'immondices de toute nature présentant des risques pour la santé des étudiants et des enseignants en cette période de Covid-19. La coopération entre le Gabon et le Canada et la gestion de la crise sanitaire due au coronavirus, évoquée hier entre le chef du gouvernement Rose Christiane Soukara Ponda et le nouveau diplomate du Canada au Gabon, Richard Ball, c'était lors d'une audience. Hors de nos frontières, la société civile tchadienne attend plus de fermeté de la part de la communauté internationale au sujet de l'attaque par les forces de sécurité de la résidence du candidat Yaya Dilo. Voilà pour le sommaire, les détails dans un instant. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Madame, Monsieur, bonjour et vous êtes naturellement les bienvenus à ce journal. Guy David Mbumba, c'est moi. À mes côtés, Ida Onyame. Bonjour Ida. Bonjour Guy David. Comme nous vous le disions en titre, comme chaque 4 mars, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. Un problème de taille mondiale, surtout en ce temps de Covid-19 où naissent sur les réseaux sociaux plusieurs formes d'exploitation et d'abus sexuels contre les enfants. Les détails de cette célébration avec vous, Lauriane Meza. Achetés, vendus, menacés, isolés, violés, battus, surveillés, enfermés ou torturés, les victimes de l'exploitation sexuelle subissent au quotidien les pires formes de négation des droits fondamentaux de la personne humaine. Bien que 98% soient des femmes et des filles, ce nombre inclut également un nombre important de garçons et de jeunes hommes. L'exploitation sexuelle existe sous plusieurs formes, mais avec l'arrivée de la pandémie de la Covid-19, d'autres formes encore plus dévastatrices ont vu le jour. Il s'agit des abus sexuels en ligne ou hors ligne, pendant et après les mesures de confinement, menaçant ainsi d'éroder davantage la situation de millions d'enfants dans le monde. De plus, le modèle utilisé pour produire, diffuser ou consommer en ligne des contenus met en scène des abus sexuels sur des enfants, ce qui favorise l'augmentation de l'activité en ligne des personnes à la recherche de matériel pédopornographique en raison du temps accru passé à l'intérieur. L'objectif de cette journée, sensibiliser les populations sur les dangers auxquels s'exposent les plus jeunes sur les réseaux sociaux. Eux qui sont victimes de cyber-intimidation, surtout ceux restés sans surveillance parentale. La prudence est de mise, surtout en cette période trouble. Il faut donc que de nombreux pays créent des services de protection comme c'est le cas au Gabon afin de soutenir et de pallier des risques accrus d'exploitation chez les jeunes. Il s'agit ainsi de prévenir ou d'atténuer les risques accrus de violence, de maltraitance, de négligence et d'exploitation des enfants lors des situations d'urgence nationale, comme c'est le cas avec la pandémie de la Covid-19.
Un mot d'éducation dans ce journal avec la lutte contre les violences en milieu scolaire. L'Église évangélique du Gabon, à travers sa direction générale d'enseignement privé protestant et la société Encadrement Plus, passe à la vitesse supérieure quelques mois après la signature d'une convention de partenariat. Les deux parties ont procédé hier mercredi au déploiement des agents de prévention et lutte contre ce fléau dans 4 établissements scolaires de cet ordre d'enseignement à Libreville et à Ovendo. Les précisions dans ce reportage d'Arnaud Ondo Ngozogo. Le lycée Nan et Sono Demelen, le plus grand établissement de l'enseignement privé protestant en termes d'effectifs et de superficie, le lycée d'Akebe, celui de Baraka Mission et le lycée Jean-Jacques Ndon et Kouagé de la cité SNI à Obendo sont les premiers établissements de cet ordre d'enseignement à accueillir en leur sein les assistants de prévention, d'encadrement et de lutte contre la violence en milieu scolaire. Le projet, lancé à Libreville, a une ambition nationale. Jean-Faustin Mbomomba, directeur général de l'enseignement privé protestant. Pour qu'on réussisse, il faut être capable de toucher tous les élèves, tous les établissements et tout le personnel d'éducation. Nous commençons par Libreville parce que c'est là où nous nous trouvons et nous nous projetons d'aller à peu près dans toutes les provinces. Et c'est un appel que je lance à mes homologues des ordres confessionnels, privés et pourquoi pas l'État. 250 agents formés par le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État en partenariat avec l'Union internationale des services publics assimilés Afrique francophone déployés ne sont pas une milice, mais un corps civil spécialisé aux missions bien précises. Emmanuel Mbemba, directeur général de Encadrement Plus. Encadrement Plus est une société spécialisée dans la prévention, l'encadrement et la sécurité scolaire au Gabon. Elle est unique au niveau régional aujourd'hui. Et nous voulons rassurer l'ensemble des apprenants de l'enseignement privé protestant, l'ensemble des enseignants et encadreurs, afin qu'ils soient rassurés de ce qu'Encadrement Plus sera sur le terrain. Non pas pour créer des dysfonctionnements avec le corps d'encadrement, mais plutôt renforcer leur mission. La violence en milieu scolaire est un phénomène récurrent et l'arrivée de ces agents réjouit les chefs d'établissement. Samuel Akwe, proviseur du lycée Nan-Sono. Il vaut mieux tard que jamais. Le contexte actuel est clair. Les violences en milieu scolaire vont crescendo et cette initiative est louable. Nous allons nous y mettre pour que, effectivement, on puisse enrayer ce phénomène. Les agents de prévention, d'encadrement et de lutte contre la violence en milieu scolaire ne se substituent pas aux surveillants ni aux équipes pédagogiques. Ils sont postés aux abords des établissements scolaires et n'interviendront à l'intérieur qu'à la demande des chefs d'établissement. Arnaud Ondo et Ngosoko. Depuis quelques années, la prison centrale de Libreville accueille des mineurs dont l'âge varie entre 14 et 18 ans en conflit avec la loi pour les délits divers. Les jeunes se retrouvent très tôt dans l'univers carcéral. Intéressons-nous à la scolarisation des jeunes à la maison d'arrêt de Libreville dans ce reportage de Juanita Ansam. Environ 60 détenus à la maison d'arrêt de Libreville bénéficient chaque année des cours d'alphabétisation, parmi lesquels on retrouve des mineurs. Dans cette école en milieu carcéral, les classes d'examen sont prioritaires avec des cours théoriques et pratiques. Marie-Charlotte Ngouma, présidente de l'association Deuxième Chance. Une école au niveau de la prison centrale de Libreville qui n'est pas uniquement dédiée aux mineurs incarcérés, mais qui est dédiée à toute personne, prioritairement et majoritairement pour les plus jeunes, mais à toute personne qui aimerait se rescolariser. Il y a une école au sein de la prison centrale de Libreville qui s'apaisantit sur les classes d'examen, c'est-à-dire le CEP, le BEPC et le baccalauréat. Les enseignants sont d'abord des enseignants bénévoles, ensuite il y a des enseignants militaires qui viennent enseigner de temps en temps. Il y a un côté beaucoup plus pratique concernant tout ce qui est mécanique, tout ce qui est un peu artisanal, mais concernant l'enseignement supérieur, c'est tous les cours que nous connaissons. Maths, philosophie, français. La formation n'est pas obligatoire pour les 300 mineurs incarcérés. Pour participer aux examens, les candidats doivent répondre à certains critères, explique la présidente. Il y a tout un service social au sein de la prison centrale de Libreville qui fait que lorsque eux, à leur niveau, ils sentent que quelqu'un est apte à passer un concours ou est apte à reprendre des études de façon particulière au sein de la prison centrale, ils n'y vont pas de même ordre pour pouvoir permettre à ce jeune-là de pouvoir se remettre sur les bancs de l'école. Dans ce programme éducatif, les responsables de la prison centrale sont accompagnés par des associations, à l'exemple de l'association Deuxième Chance. Nous, particulièrement l'association Deuxième Chance, on s'occupe des mineurs incarcérés, pas de tous les mineurs incarcérés, mais de ceux dont on peut s'occuper au niveau de leurs procédures juridiques, au niveau du renforcement des entretiens psychologiques, spirituels et pédagogiques. Et nous, ce qu'on fait, c'est une passation entre la prison et l'extérieur. Avec plus de 80 mineurs formés chaque année, l'objectif visé par l'école est de faciliter la réinsertion des jeunes incarcérés à leur sortie de prison.
À l'université Omar Bongo, on parle plutôt de cette insalubrité qui prend des proportions inquiétantes. Les bâtiments sont entourés de tas d'immondices de toute nature et des hautes herbes, présentant ainsi des risques pour la santé des apprenants et des enseignants, surtout en cette période de crise sanitaire. Immersion à l'université Omar Bongo dans ce reportage qui porte la plume d'Edgar Kaba. Quelques petits bacs à ordures débordés par une grosse saleté qui déferle sur le long d'un linéaire de routes dégradées se trouvant à l'intérieur de l'université Omar Bongo. Ajouté à ce tableau sombre non exhaustif, de hautes herbes, des problèmes d'eau et de toilettes. Quelques réactions à chaud au sein de l'université Omar Bongo. L'université, vous arrivez au portillon de là-bas, il y a la poubelle. Ici, il y a la poubelle. Les routes sont mal goudronnées depuis. Il y a un budget qui est là. Il y a des hautes herbes. Le chantier d'ici est interminable. Et à chaque instant, ici, tu vois les gros messieurs avec des balaises voitures arriver avec des balaises vestes juste pour venir contempler les bâtiments qu'on a mis la peinture. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas bien comme ça. L'état d'insalubrité assez avancé. C'est une situation anormale. Il y a eu un moment passé où c'est Averda qui était chargé de ça. Après, on a eu Clean Africa. Mais jusqu'à présent, les ordures sont là et personne ne fait rien. Le grand constat au sein de l'université, que nous avons de l'eau ici une fois sur 7. Je parle d'une fois par semaine. Comment se laver les mains dans cet état? C'est pas normal. Une fois, malheureusement, j'ai dû rater un devoir ici pour problème de diarrhée. Je suis arrivé, je composais et là, j'ai eu des maux de ventre. Et donc, j'ai dû simplement entrer à la maison parce que je ne pouvais pas supporter. Et ça dure depuis longtemps. Je ne sais pas s'il faut s'en prendre à l'État ou s'il y a des sous qui sont reversés à l'UOB pour le nettoyage de la faculté. Déjà, les routes sont là, délabrées. Il paraît que l'UOB est en réfectionnement. Certains bâtiments, on a commencé à peindre depuis je ne sais pas combien de temps. Voici le secrétariat qui a été délocalisé à la bibliothèque universitaire parce que c'est en réfection. Mais apparemment, depuis là, ça fait plus d'un an. Et comme on nous disait déjà il y a quelques temps, on va fermer la fac pour des rénovations et compagnie. On ne sait pas si ça verra le jour. Les autorités gabonaises devraient se pencher sur la question. La propreté étant la base de toute condition hygiénique, il incombe à chacun de prendre conscience de la salubrité de l'environnement. Pour la suite de ce journal, on parle de cette audience hier à la primature, au lendemain de sa présentation de lettres de créance au président de la République Ali Bongo Ondimba. Le diplomate canadien Richard Ball vient d'être reçu par Rose Christiane Soukaraponda, la chef du gouvernement. Le renforcement de la coopération bilatérale entre le Canada et le Gabon et la gestion de la crise sanitaire de Covid-19 était au centre de ce tête-à-tête. Les détails avec Ray Moussa. Cet entretien entre la première ministre chef du gouvernement Rose Christiane Soukaraponda et Richard Ball, ambassadeur et plénipotentiaire de la République du Canada près le Gabon, avait pour but entre autres d'examiner ensemble la stratégie nationale de riposte contre la Covid-19 et d'envisager une collaboration dans ce sens. Richard Ball. Je lui ai demandé comment le Gabon a géré la pandémie. Vu de l'extérieur, on a été très impressionné par la transparence avec laquelle le gouvernement a géré la pandémie. L'une des solutions envisagées entre les deux personnalités pour venir à bout de cette pandémie qui fait des ravages est d'adapter le plan de relance économique à la situation sanitaire actuelle. Celui-ci devrait prendre en compte certains secteurs d'activité à forte potentialité. Le gouvernement a analysé et planifié comment sortir de la situation actuelle du point de vue économique. Mais il y a aussi la question des partenariats commerciaux. La Première ministre a parlé beaucoup de l'industrie du bois et les ambitions du gouvernement de faire beaucoup plus de transformation locale du bois. Au Canada, on a un secteur forestier très fort et donc on est en train d'explorer ce potentiel-là. On a des plans pour l'après-pandémie, si je pourrais dire comme ça, pour apporter une mission de compagnie canadienne au Gabon. Et j'espère qu'il va y avoir certaines compagnies qui travaillent dans le secteur forestier. Et là, il y aurait la possibilité d'identifier des partenariats potentiels. Et pour ce qui est des rapports de coopération que le Gabon entretient avec le Canada, Richard Ball explique. On a toujours été un bon partenaire du Gabon. On soutient le Gabon dans la situation actuelle à travers des institutions financières internationales comme le FMI, la Banque mondiale. Donc c'est très utile pour nous de comprendre les intentions du gouvernement de ce point de vue-là. Le Canada a établi des relations diplomatiques avec le Gabon en 1963. Le Haut Commissariat du Canada à Yaoundé au Cameroun assure la représentation du pays au Gabon depuis 2005. Le Canada a également un consul honoraire à Libreville.
Et puis, dans le cadre de la préparation à la campagne de vaccination contre la Covid-19, le gouvernement vient de mettre en place un comité de pharmacovigilance. C'est là dans le but d'évaluer des éventuels effets indésirables qui pourraient apparaître chez les personnes vaccinées. Cette information a été rendue publique hier par le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiangdong. Il a aussi annoncé la réception dans quelques jours des premières doses de vaccins. Nous l'écoutons au micro d'Ahmad Ryan Zinki. Il s'agit d'un mécanisme qui est mis en œuvre pour tout nouveau produit pharmaceutique à l'effet de s'assurer de sa bonne tolérance. Ce comité comprend des experts du ministère de la Santé, de l'Enseignement supérieur, du CERMEL, des consultants nationaux et des partenaires techniques. Leur objectif premier est d'élaborer des supports de suivi qui concerneront les fiches de consentement éclairées, le carnet de vaccination, le dossier du suivi du sujet vacciné. L'objectif est de collecter et analyser tous les ressentis que les personnes vaccinées pourront avoir après la vaccination, mais également de pouvoir collecter tout le dossier médical du patient afin que, avant la vaccination, le comité de vigilance puisse avoir toutes ces informations. Est-ce que la personne a des comorbidités? Est-ce que la personne est hypertendue, diabétique? Est-ce que cette personne a récemment eu la Covid-19 ou pas? Ce sont toutes ces informations qui doivent être collectées pour faire en sorte qu'une décision soit prise. Ce mécanisme de pharmacovigilance exigé par tous les fabricants de vaccins contre la Covid est mis en place dans tous les pays qui organisent la campagne de vaccination contre la Covid-19. Pour ce qui est de COVAX, nous continuons toujours à discuter avec l'initiative COVAX. Ils ont les critères d'éligibilité, de rapidité, de livraison dans certains pays. Le plus important pour nous, c'est d'avoir adhéré à cette initiative et d'attendre le tour du Gabon. Nous avons aussi négocié en bilatéral avec certains pays amis qui nous proposent un certain nombre de facilités. Par exemple, la Chine qui va faire un don de 100 000 doses de vaccins. Ces vaccins arriveront dans les tout prochains jours. Donc les plus hautes autorités s'activent à ce que la vaccination puisse démarrer dans les tout prochains jours. La Covid-19 continue de toucher l'ensemble du pays. Après une série de tests réalisés dans la commune de Moabi, chef-lieu du département de la Douni, un premier cas vient d'être testé dans cette partie du pays. Écoutons les précisions du médecin-chef du centre de santé de Moabi. Effectivement, le département de la Douni a recensé son premier cas positif à la Covid-19 en date du dimanche. Il s'avère que nous avons reçu dans notre département la coordination provinciale de la Covid-19 qui est venue nous appuyer, nous donner des informations supplémentaires par rapport à la deuxième vague qui sévit au Gabon. Et en même temps, il était question de nous évaluer sur toutes les activités que nous menons ici dans notre coordination départementale. Pendant cette formation, parce qu'il s'agissait de former le personnel médical pour les prochains prélèvements des cas suspects ou des cas probables que l'on pouvait avoir. Et dans cette pratique, on a dû prélever quelques personnes dans le département et il s'avère que parmi ces différents prélèvements, on a eu un cas positif d'un résident à Moabi. Effectivement, le département de la Douni, particulièrement commune de Moabi, a enregistré son premier cas de Covid-19. Il faut noter que le laboratoire qui examine les prélèvements ne se situe pas au centre médical de Moabi. Le centre médical de Moabi aujourd'hui est habilité à prélever des patients probables, des cas, on peut dire des cas probables ou des cas suspects. Voilà, on peut faire ces prélèvements, mais les prélèvements sont acheminés tout droit au CHR de Tibonga où est situé le laboratoire Covid de la province. Donc c'est à ce niveau qu'a été examiné les différents prélèvements et c'est au sortir de ces examens que le cas positif a été déclaré. Nous restons toujours dans le domaine de la santé pour parler du glaucome, une maladie dégénérative du nerf optique. Elle entraîne une perte progressive de vision, commençant tout d'abord en périphérie et progressant graduellement vers le centre. Le docteur Guy-Roger Ngimbi, ophtalmologue qui fait comprendre cette maladie et ses variantes, est au micro d'Edgar Kaba.
Le glaucome, c'est déjà une affection de l'œil. C'est une altération du nerf optique, généralement due à la tension oculaire. S'il y a tension oculaire sans altération du nerf optique, il n'y a pas glaucome. Il n'y a glaucome que s'il y a altération du nerf optique. Il peut avoir un glaucome primaire, c'est-à-dire un glaucome qui est dû à la structure de l'angle iridocornéen, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de l'évacuation de l'eau qui est produite dans l'œil pour des raisons génétiques. Il peut avoir un glaucome secondaire dû par exemple à un choc, vous avez eu un accident à l'œil et puis la tension oculaire va augmenter et puis provoquer par exemple la mort progressive du nerf optique. Donc ce sont les deux grandes formes du glaucome. Il y a ce qu'on appelle un glaucome aigu aussi, à angle fermé, c'est-à-dire que... En français facile. En français facile, c'est-à-dire qu'il y a une structure qu'on appelle ici l'angle iridocornéen. C'est la partie par laquelle l'eau qui est dans l'œil est évacuée par un canal. Si ce canal-là est rétréci, la tension dans l'œil, bien le liquide, la lumière aqueuse, comme ça on appelle ça techniquement, dans l'œil, va augmenter et en même temps augmenter la pression intraoculaire. À ce moment-là, il y aura une pression très forte, très élevée, qui fera en sorte que la personne aura une douleur atroce jusqu'à créer par exemple des nausées et puis des céphalées répétitives. Le glaucome primaire n'est pas curatif. C'est une maladie qui est liée à la génétique. Tout ce que l'ophtalmologie fait aujourd'hui, c'est stabiliser l'évolution de la maladie, éviter que la personne puisse être atteinte de cécité due au glaucome. Ceci est fait par plusieurs moyens, dont le traitement thérapeutique, plus souvent ce sont des collyres que l'on donne, en monothérapie, c'est-à-dire un médicament, en bithérapie, 2 médicaments, et ainsi de suite. La deuxième phase, lorsqu'il y a une résistance, bien pour des raisons parfois personnelles, il peut y avoir de la chirurgie. La chirurgie permet de faire un orifice artificiel par-sur l'œil et pour faire écouler l'eau qui est dans l'œil dans le système général de circulation. Alors, le glaucome curatif, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure le glaucome secondaire. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est dû à un choc et la tension a augmenté, il suffit, par exemple, de faire une opération, comme celle que je vous ai parlé tout à l'heure, stabiliser la tension, et puis la personne peut garder sa vue ou bien recouvrir sa vue comme elle était. Nous poursuivons cette édition d'information avec cette déclaration du Conseil provincial de la jeunesse de la Nyanga tenue hier à Libreville sur le thème « Le regard croisé de la jeunesse ninoise sur le climat sociopolitique dans la province de la Nyanga ». Objectif, relever les maux qui minent la jeunesse de cette localité et féliciter certaines autorités de la province qui ne ménagent aucun effort pour soutenir les populations. Freddy Bouvila. Cette rencontre de Libreville a permis aux responsables du Conseil provincial de la jeunesse de la Nyanga de faire le point sur les difficultés auxquelles font face la jeunesse dans cette partie du Gabon. Agé Mayake, président du CPJN. Les gens souffrent à Tchibanga, la famine est accrue, c'est compliqué pour les jeunes. Pour avoir ça, il fallait faire le sable à l'époque. Et ce sable aujourd'hui, on nous empêche déjà même d'avoir ce sable parce que les carrières sont maintenant données à d'autres personnalités. Et donc les jeunes ne peuvent plus faire l'activité du sable comme avant. Occasion pour le président du conseil de remercier certaines personnalités de la localité qui ne cessent d'impulser la politique sociale du numéro 1 gabonais pour aider les populations. Vous me permettrez de citer un ministre, c'est une grande sœur, c'est à peine 6 mois juste comme ministre délégué, Madame Sylvie Ngoma Aubierge, qui essaie de vouloir faire bouger les choses dans cette province pour 3 projets concrets. 2 forages qui viennent d'être sortis dans Mayumba. Les jeunes pouvaient nous dire que nous avions du mal à l'époque à avoir ne fût-ce que de l'eau. Désormais, de l'eau est arrivée dans leur quartier. Cette dame a pensé, avec des partenaires, ils ont pu doter le centre médical de la basse Bagno de tout un lot de matériel nécessaire pour faire en sorte que nos parents qui sont à Mayumba, pour les premiers soins, l'occasion pour nous ici de féliciter Père Alain Mungengi pour les dotations des pavets, des touques et des gels hydroalcooliques qui ont permis de lutter efficacement contre la Covid-19. Le Conseil provincial de la jeunesse de la Nyanga est un organe étatique qui a pour mission de soutenir l'action du chef de l'État et veiller au bien-être de la jeunesse de la province de la Nyanga. Sans transition, les nouvelles hors de nos frontières, et c'est l'affaire de Roland de Sylvanie Andem. Bonjour Roland. Bonjour Guy David Bumba. Démarrons cette actualité par le Tchad, où la société civile attend plus de fermeté de la part de la communauté internationale au sujet de l'attaque par les forces de sécurité de la résidence du candidat Yaya Dilo. Une partie de la société civile réunie depuis hier dissuite d'action dans les prochains jours afin d'alerter les Tchadiens et la communauté internationale. Pour Massaï Avenir de la China, porte-parole du collectif Stop, ça suffit, qui réunit une quinzaine d'associations,
Le silence de la communauté internationale fait face à ces violences et n'agit pas très vite. En République démocratique du Congo, on parle du désarroi des employés de l'ex-banque internationale en Afrique au Congo, une banque commerciale déclarée en faillite en mai 2016. Après la décision de la Banque centrale qui a constaté la faillite, les actionnaires majoritaires ont saisi le Conseil d'État qui a suspendu la mise en liquidation forcée. Aujourd'hui, les 1200 agents qui se sont retrouvés au chômage sont las d'attendre le paiement de leurs droits et ils ont décidé de se constituer en collectif pour défendre leurs intérêts. Enfin, présidentiel au Niger, le camp de Maman Ousmane conteste toujours mais reste serein. L'opposition affirme préparer des recours après le second tour de la présidentielle. Les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante donnent Bazoum, candidat du PNDS au pouvoir en tête, près de 56% des voix, devant Mahaman Ousmane, candidat du RDR Chani, initié d'un peu plus de voix, alors que l'opposant revendique la victoire avec 50,3% des suffrages. Le camp de Mohamed Bazoum affiche sa sérénité. Merci à vous, Sylvain. Place au sport à présent dans cette édition d'information et pour en parler, nous recevons Frédéric Nancy-Pagnac. Frédéric, bonjour. Bonjour Ida, bonjour à tous. On parle de l'élection de la Ligue de l'estuaire de Wouchou. Armel Joe Mbongo rempile. Oui, Maître Alain Joe Mbongo réélu pour 4 ans à la présidence de la Ligue de Wouchou de l'estuaire. Ce journaliste sportif revient avec de nouvelles ambitions et surtout une nouvelle dynamique afin de vulgariser la pratique de Wouchou dans toute la province. Ces projets dans cet extrait au micro de Berlek Lekobat. La dernière année, on a eu certains clubs qui se sont retirés un peu pour des raisons diverses et ça a fragilisé l'enseignement prôné un peu depuis 2016. Donc je vais redynamiser effectivement ce secteur-là au niveau de l'enseignement, essayer de faire un foisonnement, de chercher des élèves dans les écoles, aller à Kango par exemple, aller à Coco Beach, des villes qu'on ne touche pas. Le Wouchou, c'est pas seulement Libreville. On a touché à Kanda déjà il y a quelques années, on a touché au 22, donc on va essayer d'aller toucher les autres villes pour que véritablement la Ligue de Wouchou de l'estuaire ait tout son sens. Elle porte vraiment son nom parce qu'elle va toucher toutes les villes de la province. Et la formation également des formateurs. Parce qu'il ne suffit pas que de former les élèves, mais il faut aussi former ceux qui vont les former demain. Donc il faut trouver aussi des mécanismes pour que des instructeurs puissent aller vivre là-bas. Peut-être pas vivre de l'art martial du Wouchou parce qu'on ne vit pas de cela, mais qui puissent trouver leur compte en donnant l'enseignement du Wouchou dans ces différentes villes. Football à présent avec le tour d'horizon des internationaux gabonais des championnats européens et africains et on débute avec le Mali. Oui, 3e journée du championnat malien de première division, score vierge lors du derby de la capitale Bamako entre le Djoliba AC et le club olympique de Bamako, Merlin Tondjigora. Nouveau sociétaire du Djoliba était titulaire pour la première fois. Le milieu de terrain gabonais était heureux de retrouver du temps de jeu, il le dit au micro de David Magena. Je suis déjà très content de retrouver les terrains de foot et surtout de reprendre du plaisir. Voilà, le Djoliba me donne cette opportunité-là d'être en compétition et surtout de jouer dans un championnat qui est beaucoup physique et avec beaucoup d'intensité. Je découvre le championnat malien, aujourd'hui c'était ma première, c'était pas du tout facile. Mais bon, on a pris un point aujourd'hui et on est très content. Et on rejoue dimanche parce que ici au championnat malien, la particularité c'est que ça se joue tous les 3 jours. C'est vraiment ce qu'il me fallait. Et moi, je suis ici pour un objectif bien précis, retrouver du rythme et puis rebondir ailleurs. Toujours du football pour terminer avec le jour de match aujourd'hui pour d'autres internationaux gabonais en Égypte et en Angleterre. Oui, en première ligue pour le compte de la 33e journée, toujours relégable, Fulham de Mario Lemina affronte à domicile Tottenham, le 8e championnat égyptien pour le compte de la 15e journée. 15e au classement, El Gage de Frank Ngonga reçoit le 6e NPI à 16h. Merci pour toutes ces informations, mesdames et messieurs, voici les titres. Le
Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce jeudi 4 mars 2021 la journée de lutte contre l'exploitation sexuelle. Une journée célébrée en ce temps de Covid où naissent sur les réseaux sociaux plusieurs formes d'exploitation et d'abus sexuels contre les enfants. Le problème des salubrités toujours d'actualité, un phénomène qui prend des proportions inquiétantes à l'université Omar Bongo où les bâtiments sont entourés d'états d'immondices de toute nature présentant des risques pour la santé des étudiants et des enseignants en cette période de Covid-19. La coopération entre le Gabon et le Canada et la gestion de la crise sanitaire due au coronavirus évoquée hier entre le chef du gouvernement Rose Christiane Osuka Raponda et le nouveau diplomate du Canada au Gabon Richard Ball, c'était lors d'une audience. Enfin, hors de nos frontières, la société civile tchadienne attend plus de fermeté de la part de la communauté internationale au sujet de l'attaque par les forces de sécurité de la résidence du candidat Yaya Dilo. Réalisé ce journal, Pierre-Désiré Mvele-Enam, à la technique Flavienne Biken-Essam. Merci à vous pour votre attention. Merci également à Roland de Sylvanie Andem et Frédéric Nancy Pagnan pour leur collaboration rédactionnelle. Je suis Guy Davin Bumba, j'étais accompagné de Ida Onyami. À demain, même heure, même fréquence.